Bonjour mes chers amis, on est en jour 9. J'espère que je vous retrouve dans une forme splendide. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'introspection qui est en fait en rapport avec nos émotions. L'introspection, il faut savoir dans un premier temps que ce n'est pas de l'intellectualisation. Et pourquoi j'ai le goût de vous parler justement de l'introspection? C'est qu'il est important de bien voir comment nous réagissons, comment nous agissons dans certains comportements, afin de mieux discerner ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartiendra pas. On va le voir dans d'autres jours plus tard dans notre travail, mais aujourd'hui, on va se centrer sur nous. On est dans le module immersion. Donc, on va aller s'immerser et pour le faire, on va faire une petite introspection. Mais avant de commencer, regardons ensemble c'est quoi au juste l'introspection. Je vous dirais que c'est le fait de regarder à l'intérieur de soi. On passe notre temps à être beaucoup dans l'action. On est dans le faire, rarement dans l'être. Nous avons constamment le regard posé vers l'extérieur. Quand on a un problème, la première chose que l'on fait souvent est de trouver la raison à l'extérieur de soi. Pourtant, tout ce que l'on expérimente n'est qu'un miroir de tout ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On ne peut pas transformer le monde extérieur si on ne transforme pas son monde intérieur. On entend parfois que l'introspection, c'est analyser la moindre chose qui se passe à l'intérieur de soi. Analyser nos comportements, ceux des autres, nos blessures, etc. On vient souvent à se poser la question « pourquoi ceci? Pourquoi cela? » On veut tout décortiquer et on complexifie les choses. En intellectualisant, en analysant tout, on accueille beaucoup moins ce qui est. L'introspection peut être le fait d'observer ce qu'il se passe. Observer ce qu'il se passe. De regarder ce qu'il se passe à l'intérieur, sans forcément tout analyser, intellectualiser. Encore moins chercher des étiquettes. Notre ego veut souvent s'identifier à quelque chose, se mettre une étiquette. On peut en avoir besoin. Parfois pas du tout. Il faut accueillir ce qui est. Cela revient vraiment au fait de se donner de l'amour à soi-même. On prend conscience de certaines de nos actions présentes ou passées et de nos insécurités. L'introspection est un chemin, pas une activité. L'introspection est un chemin sur lequel on marche pour mieux comprendre son âme et qui on est. On apprend des tas de choses en chemin. Rien n'est définitif. Beaucoup de choses se transforment et cela se bouscule énormément dans nos croyances, dans nos peurs. Cela donne de l'empouvoirment et force à passer par des phases que l'on n'avait pas prévues. Se servir de nos expériences. On ne se sert pas de l'introspection pour faire quelque chose de sa vie, mais on se sert de notre vie pour introspecter. Ce sont nos expériences de vie qui nous amènent à introspecter. Nous avons la possibilité de faire chaque chose qui arrive dans nos vies un moyen de mieux s'aimer, se comprendre, un moyen d'avancer vers une vie plus alignée avec soi-même. Quand on introspecte et que l'on découvre un problème, une peur, une croyance à l'intérieur de soi, il ne faut pas se demander pourquoi. Le fait de se demander pourquoi nous fait nous concentrer davantage sur le problème, le passé plutôt que sur ce que l'on peut faire à propos de ce présent ou ce futur. Quelles sont mes possibilités? Se débarrasser de ces vieilles peaux. L'introspection, c'est savoir se débarrasser des peaux qui nous étouffent et qui ne collent plus avec notre identité que nous avons au plus profond de nous. Il faut se poser moins de questions et observer ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Nommer nos émotions.
Cherchez à mettre un regard là où on ne l'a jamais mis. L'introspection, c'est être tel un serpent qui mue et fait peau neuve. Se centrer sur sa vérité et s'enligner avec la personne que l'on est. Comment mieux vivre votre hypersensibilité? Au cours de mes accompagnements en coaching, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se plaignent de leur hypersensibilité, qui la voient comme un défaut, une contrainte même. Pourtant, selon moi, être sensible est un véritable trésor quand on apprend à gérer nos émotions. Vous ne pouvez pas changer la manière dont les autres vous traitent ou ce qu'ils peuvent dire de vous. Tout ce que vous pouvez changer, c'est votre manière d'y réagir. Pas moi qui le dis, c'est Gandhi qui le dit. Ne vous a-t-on jamais dit que vous étiez trop sensible? Ou bien d'avoir l'impression que tout vous affecte plus que les autres? Toute situation aussi insignifiante qu'elle puisse paraître provoque en vous une réaction ou des réactions que les autres considèrent comme exagérées. Si vous avez l'impression que vos émotions bouillonnent constamment à l'intérieur alors que vous présentez probablement les signes d'une hypersensibilité émotionnelle. Avoir une sensibilité émotionnelle est tout à fait normal, mais passé un certain degré, elle peut vous desservir plus qu'autre chose. Il est donc important pour vous de gérer vos émotions, de telle sorte qu'elles deviennent vos alliés et non pas vos ennemis. L'hypersensibilité peut aussi vous amener à être mal interprété ou à mal interpréter le comportement des autres ou de la situation que vous vivez. Ce qui vous empêchera alors de vivre une vie heureuse et épanouie. Fort heureusement, en rééquilibrant cette sensibilité, vous pourrez alors retrouver une paix intérieure qui vous aidera à ne pas réagir de façon excessive aux événements du quotidien. Vous permettre tout cela, nous allons voir ensemble 6 étapes importantes à réaliser. La première, commencez par l'introspection émotionnelle. Au moins 20% de la population mondiale pourrait être classée comme émotionnellement hypersensible, ce qui signifie que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Si vous n'êtes pas certain ou certaine d'être hypersensible, vous pouvez passer le questionnaire que j'ai placé à la fin du cahier de l'étudiant, de ce cahier de l'étudiant. Il faut bien entendu y répondre de manière honnête. Cela va vous permettre ensuite de réfléchir à vos émotions et vos expériences vécues. L'important à ce stade est de découvrir toute l'étendue de votre sensibilité. Ainsi, vous aurez un point de départ pour progresser dans la gestion de vos émotions. Une fois ceci fait, vous pouvez dès aujourd'hui tenir un journal des émotions ou votre journal de bord, y faire une petite place pour vos émotions, que vous emporterez partout avec vous. Ce journal vous permettra de mieux comprendre vos réactions émotionnelles et de découvrir ce qui les déclenche. Vous allez pouvoir faire tout de suite le ménage, à savoir lesquelles vous appartiennent, parce que dans très peu de temps, nous allons voir celles qui ne vous appartiennent pas. Alors, il est très important de pouvoir déjà avoir un entraînement à pouvoir identifier ce qui nous appartient. Cela vous aidera aussi à savoir si vos réponses émotionnelles étaient appropriées ou non. Pour vous aider à le remplir, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait avoir provoqué cette réponse émotionnelle? De quoi ai-je besoin lorsque je ressens cela? Ai-je déjà ressenti ce sentiment auparavant? Ces questions sont notées dans le cahier de l'étudiant qui se trouve sous cette vidéo. Ces questions vous permettront de prendre du recul sur la situation. Vous pouvez, par exemple, noter immédiatement « je me sens joyeuse » ou « je me sens en colère ». Puis, attendez 2 minutes et notez ensuite tout ce que ce sentiment vous a rappelé dans votre vie. Ne gardez rien pour vous. Partagez tout dans votre journal. Pouvez-vous remarquer des déclencheurs communs, des situations qui se répètent inlassablement? Notez-les précieusement.
Tout cela vous sera très utile par la suite dans notre formation. Découvrez vos déclencheurs émotionnels. Une fois que vous commencez à cerner ce qui déclenche ces réactions émotionnelles explosives, il vous faut savoir que votre cerveau a créé des réactions automatiques à partir de ces déclencheurs. Le plus souvent, vous ne vous en rendez pas trop compte ou vous vous rendez compte de ça trop tard, car ces réactions automatiques ne passent pas par le filtre de votre conscience d'après certaines études. Fort heureusement, il est possible de désactiver peu à peu ces associations négatives qui déclenchent l'émotion au moindre stimulus. La prochaine fois que vous ressentez une émotion, comme de la tristesse, de la peur, l'anxiété ou de la colère, arrêtez ce que vous faites et concentrez-vous sur vos sens. Que percevez-vous avec vos 5 sens? Ne jugez pas l'expérience, mais prenez-en note. Cet exercice permet de pratiquer une certaine auto-observation, ce qui est utile pour séparer les multiples flux d'informations qui composent nos expériences. Souvent, nous nous sentons submergés à la fois par nos émotions et nos expériences sensorielles qui se déclenchent en même temps. En prenant le temps de ralentir et en vous concentrant sur chacun de vos sens, vous pourrez vous empêcher de retomber dans ce mode automatique. Par exemple, votre cerveau pourrait réagir au stress en accélérant votre rythme cardiaque, ce qui vous rend nerveux et agité. En sachant qu'il s'agit d'une réponse normale de votre corps, cela vous aidera à interpréter vos réactions différemment. Parfois, certaines expériences sensorielles, comme le fait d'être dans un endroit en particulier ou même de sentir un parfum familier, peut déclencher une réponse émotionnelle. Pensez à la Madeleine de Proust. Cela ne signifie pas que nous avons été hypersensibles à cette occasion. Par exemple, l'odeur d'une tarte aux pommes peut déclencher en vous une émotion de tristesse. Parce que vous et votre défunte grand-mère aviez l'habitude de déguster cette tarte aux pommes ensemble. Vivre cette émotion est tout à fait normal et sain. Réfléchissez consciemment, puis comprenez pourquoi vous avez ressenti cela. Je ressens de la tristesse parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire des tartes avec ma grand-mère. Elle me manque. Puis, une fois que vous avez respecté ce sentiment, vous pouvez penser à quelque chose de plus positif. Je vais faire une tarte aux pommes aujourd'hui pour me souvenir d'elle. Prenez le temps d'extérioriser vos émotions. Explorez le monde de vos émotions et particulièrement les plus douloureuses. C'est un travail difficile, j'en conviens. Ne cherchez pas à trop en faire d'un seul coup non plus. Sortir de sa zone de confort est nécessaire pour notre évolution personnelle. Mais le faire trop rapidement ou trop intensément s'avère être contre-productif, comme l'a démontré la loi de Yerkes et de Dawson. Prenez donc rendez-vous avec vous-même pour examiner vos ressentis. Disons 20 minutes par jour. Après cela, accordez-vous un moment pour vous détendre et vous relaxer. Bien sûr, il peut arriver que vous voudriez plutôt fuir vos ressentis. Y repenser à la fin de la journée devient alors une expérience désagréable. Cette peur, c'est très compréhensible. Dites-vous alors que vous ne ferez cet exercice que 30 secondes. Si cela vous est inconfortable, vous pourrez augmenter de 30 secondes l'exercice le jour suivant. Une fois que vous aurez pris cette habitude, vous remarquerez plus facilement les moments de dérive où les émotions sont susceptibles de prendre des proportions inadaptées et y mettre fin. Il ne s'agit pas de réprimer ou d'arrêter de ressentir vos émotions, non, mais plutôt d'accepter que les émotions désagréables comme la colère, la peur, la culpabilité ont aussi leur rôle et qu'elles sont nécessaires pour notre équilibre émotionnel. Si vous avez vécu une situation tragique, alors
Permettez-vous chaque jour de laisser ces émotions sortir dans un endroit ou un moment approprié. Prenez un minuteur et écrivez dans votre journal, pleurez ou parlez à vous-même de vos émotions. Faites ce que vous avez besoin de faire. Puis lorsque le minuteur sonne, reprenez votre journée normalement. Vous avez ainsi permis à vos émotions de s'exprimer sans les laisser empiéter sur votre quotidien. Savoir que vous avez un lieu et un moment particulier pour aller jaillir vos émotions vous aidera à supporter votre responsabilité et les événements que vous vivez au quotidien. Débarrassez-vous des préconceptions sur vous-même et les autres. Et ça, c'est urgent avant de commencer à rentrer dans les prémonitions et à penser. Vous allez comprendre pourquoi. Malheureusement, les personnes qui vivent cette hypersensibilité sont souvent moquées ou ridiculisées. Pleurnichard, t'es trop fragile, t'es faible, devient alors autant d'étiquettes qui collent à la peau et qu'il peut être facile d'y croire soi-même. Pourtant, dans la grande majorité des cas, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous ne pleurez pas constamment, vous n'êtes pas à réduire ou à ces seuls comportements que tout le monde voit. Réévaluez votre image de vous-même et retirez ces étiquettes tout en prenant du recul. Vous êtes bien plus que vos émotions et leurs manifestations. Parfois, vous répondez de manière plus émotionnelle que d'autres à la même situation. C'est un trait qui fait partie de vous et sur lesquels vous travaillez pour les rendre plus simples à vivre, pour vous uniquement. Repérez également les moments où vous prenez personnellement des remarques qui ne vous concernent pas. Vous prenez ça personnel, mais ça ne vous concerne pas. Cela peut être votre enfant qui reçoit une remarque négative par son comportement, par son professeur, par exemple, que vous pourriez prendre pour vous. Alors, s'il pense que mon enfant se comporte mal, alors il insulte ma manière de l'éduquer. Non, non, pas du tout. Au lieu de cela, essayez de voir la situation avec logique. Si le professeur en question pense, par exemple, que votre enfant devrait être plus attentif en classe, cela n'a rien à voir avec votre éducation. Il vous transmet simplement une information que vous pourriez utiliser pour aider votre enfant à mieux réussir en classe. C'est donc une opportunité d'améliorer les choses et non pas une humiliation. De même, apprenez à ne plus penser en tout ou en rien. Lorsque vous recevez une critique sur votre travail, ce n'est que votre travail qui est visé, pas vous. Penser que vous êtes une ratée ne vous aidera pas à faire mieux la prochaine fois. Pire, vous n'essayerez même plus de produire quoi que ce soit. Cela ne fera que créer en vous des sentiments de honte et de culpabilité. D'ailleurs, vous serez même allergique aux critiques, même si la critique est constructive, que vous percevez comme un signe d'échec. Au lieu de ça, voyez les échecs et les défis que vous vivez pour ce qu'ils sont, des expériences particulières que vous pourrez utiliser pour grandir à l'avenir. Dites-vous, je n'ai pas très bien réussi cette fois-ci, c'est frustrant, mais ce n'est pas la fin du monde. Je vais demander conseil pour faire mieux la prochaine fois. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Parfois, nous avons tendance à mal interpréter une situation en ne nous basant sur rien d'autre que nos ressentis du moment. Et ressentis, non pas travaillés, non pas entraînés. Hein? On s'entend? Donc, vous allez voir que vous l'avez déjà, ce ressenti, vous le faites déjà. Mais c'est justement le but de l'exercice d'aujourd'hui. Venir à bout de mettre des stops ou tout simplement de les repérer dans notre introspection. Dans le pire des cas, il est même possible d'imaginer des catastrophes complètement déconnectées de la réalité où votre imagination et vos pensées vous montrent des scénarios dignes des meilleurs films d'horreur. Tout cela peut être évité à condition de prendre quelques précautions. Évitez de faire de la lecture de pensée.
La lecture de pensée est un comportement qui vous fait supposer des choses qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore et contribue à suralimenter vos émotions. Lorsque vous croyez qu'une personne pense X ou Y, alors qu'elle ne vous a rien dit de tel, vous pouvez imaginer que cette personne pense du mal de vous sans aucune preuve. Et pire encore, vous, en tant que médium, vous n'avez pas le droit d'interagir avec quelque chose qui n'existe pas dans l'univers de l'autre. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que ça n'existe pas dans l'univers de l'autre. Je m'explique. Si vous faites la lecture de pensée, en même temps que vous avez une conversation avec quelqu'un, et que vous captez quelque chose, et là, vous le faites de toute façon et ça cause problème dans votre vie actuelle et ça a causé des problèmes par le passé. Ce qui se produit, c'est que la lecture de pensée, elle comporte que la personne, vous supposez qu'elle est actuellement dans cette molle de pensée. OK? Exemple, vous parlez avec la personne et là, vous pensez qu'elle pense du mal de vous maintenant. Si vous avez fait une mauvaise lecture de pensée et que cette lecture de pensée ne vous permet pas d'être ajusté avec votre ressenti en tant que médium, c'est peut-être une pensée future que vous êtes à présent après provoquer. Donc, vous n'avez pas le droit d'interagir avec quelque chose qui n'existe pas. Il est très important, primordial, de le capter maintenant et de s'entraîner à dire « Oh, je suis prêt à faire une lecture de pensée. La personne ne m'a pas sollicité de toute façon pour que je puisse la coacher à l'intérieur de ça, ou elle n'a pas fait une requête pour que je voie son futur ou que je voie son passé dans ses pensées. Elle est ici et maintenant présente avec moi. » Alors, je répète, évitez de faire de la lecture de pensée. La lecture de pensée est un comportement qui vous fait supposer des choses qui n'existent pas ou n'existent pas encore et contribue à suralimenter vos émotions. Lorsque vous croyez qu'une personne pense X ou Y, alors qu'elle ne vous a rien dit de tel, vous pouvez imaginer que cette personne pense du mal de vous sans aucune preuve. Recadrez votre imagination. Notre imagination nous joue parfois des tours. Et il est facile de perdre le contrôle. Vous pourriez, par exemple, croire que si votre moitié ne répond pas à votre message, alors c'est qu'elle vous ignore. Vous n'avez aucune preuve de ça. Mais interpréter son comportement de la sorte ne peut que vous mettre en colère ou vous frustrer. Ne faites pas de prédictions sur l'avenir. Vous n'avez pas cet entraînement-là. Vous le faites déjà. Je peux vous l'assurer et vous allez comprendre. Voir le pire, la pire fin de chaque situation est très facile. Même sans aucun élément réel qui aille dans ce sens, vous pourriez, par exemple, ne plus proposer de nouvelles idées au travail parce que vous pensez que votre patron vous enverra balader. La catastrophe, le catastrophisme est un mélange de tout ce que nous avons vu plus haut. Par exemple, votre moitié ne répond pas à votre SMS et vous pensez alors qu'elle ou qu'il est en colère contre vous. Vous imaginez donc ensuite qu'elle évite de vous parler parce qu'elle a quelque chose à cacher, comme le fait qu'elle ne vous aime plus. Vous pensez alors que votre relation est en train de s'effondrer et que vous voyez déjà retourner chez vos parents seuls et oubliés de tous. Cet exemple est un peu extrême, mais elle démontre simplement ce qui se passe lorsque nous tirons des conclusions hâtives de situations tout à fait anodines. Et sachez, mes amis, que vos clients et clientes futurs le font également. Parce que, rappelez-vous, nous sommes tous des médiums. Nous avons tous cette capacité-là. Et plus que nous allons mettre de l'énergie dans la vibration de la puissance, nous allons provoquer et créer les catastrophes que nous ne voulons pas vivre. À l'inverse, en étant ouvert
honnête avec les autres, nous n'avons plus besoin de compter sur notre imagination débordante pour avoir la fin mou de l'histoire. Par exemple, il aurait suffi d'envoyer un message disant « Y a-t-il quelque chose dont tu aimerais qu'on se parle ce soir, chérie? » Et si votre moitié vous dit « Non, non, tout va bien, je suis juste très occupé », alors il faut le prendre au mot. Demandez-vous si vous avez des preuves tangibles à chaque fois que vous imaginez le pire, surtout quand vous imaginez le pire. Y a-t-il réellement des éléments qui soutiennent vos pensées alarmistes? Souvent, lorsque vous vous posez des questions, vous remarquez qu'il n'y a rien de réel, que votre imagination a juste joué un mauvais tour. Avec la pratique, vous arriverez de mieux en mieux à repérer des moments de glissement qui vous font voir le pire dans chaque situation. Apprenez à ralentir dans votre vie. Plus vous apprenez ou vous apprendrez à laisser du temps entre le moment où vous vivez des émotions et celui où vous agissez, et je n'ai pas dit réagissez, mais bien agissez, et mieux vous pourrez gérer ces mêmes émotions. Pour cela, voici quelques méthodes qui pourraient vous aider. Méditez. La méditation en pleine conscience peut vous aider à gérer vos réponses émotionnelles d'après certaines études. En améliorant votre résistance au stress, la pleine conscience vous permet de reconnaître et d'accepter les émotions du moment sans les juger. C'est donc une technique particulièrement adaptée pour les personnes qui vivent une hypersensibilité émotionnelle. Il existe également des vidéos sur YouTube avec des méditations guidées si vous avez du mal à faire cet exercice toute seule. Apprenez à mieux communiquer. Parfois, nous devenons hypersensibles parce que nous n'arrivons pas à communiquer clairement nos besoins et nos ressentis aux autres. La fuite semble être une meilleure option. C'est d'autant plus vrai si vous êtes passif dans votre communication. Que vous avez du mal à dire non et que vous avez tendance à garder vos émotions et pensées uniquement pour vous. En améliorant, votre communication, vous pourrez libérer ces émotions et besoins que vous ressentez, ce qui permettra d'être mieux entendu et valorisé. Faites des pauses. Parfois, nos émotions peuvent interférer avec nos actes. Agir dans le feu de l'émotion peut nous faire des choses que nous regretterons par la suite. Prenez donc une grande respiration et changez de pièce, de lieu, avant de répondre à une situation qui a généré une réponse émotionnelle importante. Demandez-vous, et si je fais ou dis X, que se passerait-il ensuite? Prenez le temps de voir les conséquences de vos actions. Êtes-vous réellement prêt à les assumer? Regardez le meilleur chez l'autre. Vous avez peut-être pris l'habitude d'éviter des situations qui vous stressent ou qui vous sont désagréables à cause de votre hypersensibilité. Vous pouvez imaginer que la moindre erreur, même la moindre insignifiante dans une relation, est gravissime. Pourtant, il est possible d'agir autrement, de voir le meilleur en chacun et surtout de ceux qui vous connaissent le mieux. S'ils vous ont blessé, ne pensez pas immédiatement que c'est intentionnel. Expliquez-leur simplement ce que vous n'avez pas apprécié. Prenez le temps également de savoir ce qui les a motivés à faire ou dire ces choses-là. Votre santé est importante. Pour gérer les émotions, mangez sainement, faire de l'exercice et voir un temps de sommeil suffisant est très important. Lorsque vous êtes fatigué ou carencé, vous êtes plus facilement irritable et il devient plus difficile d'agir sans se laisser mener par ses émotions. Il est également important de prendre le temps de vous détendre et de faire une activité qui vous plaît pour le faire redescendre la pression qui s'accumule en vous. Soyez donc patient, à la fois envers vous-même et envers les autres. Grandir émotionnellement prend du temps, c'est parfois désagréable. Vous apprendrez de vos erreurs et échouerez.
c'est bien certain. Ça fait même partie du processus. Mais rappelez-vous simplement de ne pas laisser vos émotions déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Prenez le temps de comprendre la situation en détail avant d'agir et vous découvrirez peut-être que cette autre personne n'était pas comme vous l'avez imaginé ou encore ce n'est pas quelque chose qui est après se passer, quelque chose qui a le potentiel de se passer, mais que vous avez pleinement le contrôle de choisir votre relation au lieu de choisir votre imagination. Je reste disponible si vous souhaitez réaliser un bilan de votre vie et poser des actions concrètes pour concrétiser vos projets. Je vous souhaite une belle journée remplie de bonheur et de lumière. À bientôt sur le chemin de votre vie.